Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jusqu'ici, tout va bien, enfin presque. Si on regarde le chiffre des contaminations et la carte de France, un constat s'impose. L'épidémie s'aggrave. La barre des 20 000 cas positifs quotidiens a été franchie. Le taux d'incidence s'envole partout, sauf en Mayenne. Pour l'instant, le gouvernement n'envisage pas de prendre des mesures supplémentaires, mais la question du télétravail revient sur la table. Les scientifiques plaident pour, l'exécutif temporise. Quant aux entreprises, Élise Dangean, cette éventualité ne les réjouit pas plus que ça. Oui, même si la plupart des entreprises, et notamment les plus grandes, disent qu'elles s'aligneront sur les recommandations du gouvernement, on sent une forme de lassitude, d'autant qu'elles sont nombreuses à avoir signé des accords en interne sur le télétravail. On avait trouvé un équilibre, confie l'une d'elles, un rythme de croisière. En effet, selon l'Association nationale des DRH, les entreprises avaient régulé et encadré la pratique. Alors si on doit revenir à une forme d'obligation, ça va mettre le bazar, dit-on, surtout dans les plus petites structures. Ça crée un climat profondément anxiogène, m'expliquait le patron d'une PME. Autre problématique à laquelle devront faire face les entreprises et le gouvernement en cas de retour du télétravail obligatoire, la résistance d'une bonne partie des salariés. Élise Dangean. Cette question du télétravail elle est déjà tranchée chez certains de nos voisins européens. Et ce sera 4 jours par semaine dès lundi prochain en Belgique pour les salariés qui le peuvent. L'Allemagne devrait-elle aussi renforcer le télétravail pour tenter de freiner l'épidémie. La loi sera discutée demain au Parlement. Pas de travail à distance en Suède, mais un pass vaccinal obligatoire à partir du 1er décembre. On guettait un peu ce rendez-vous entre Emmanuel Macron et les maires hier soir à l'Elysée. L'opération séduction du président a, semble-t-il, plutôt bien fonctionné. Oui, ce n'était pas gagné quand on sait les rapports tendus qu'entretient Emmanuel Macron avec eux. Le chef de l'État le sait, il a donc multiplié les amabilités 3 heures durant avec des maires visiblement conquis. C'est ce que l'on appelle une soirée réussie. Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de séduire ses invités d'un soir. Ce qu'on a fait est extraordinaire collectivement. Je le dis parce que c'est l'action de vous toutes et tous, avec toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. Défense de son action tout en vantant le mérite du travail des maires, des remerciements surtout pour leur rôle essentiel durant la pandémie. À la sortie du palais, nombreux sont ceux qui avaient le sourire. C'est flatteur, il y a une reconnaissance de notre fonction de maire finalement. Une reconnaissance bienvenue aux yeux de Vincent Chauvet, maire modem de la ville d'Autun, 14 000 habitants en Saône-et-Loire. On n'est pas toujours salué, on est plus souvent engueulé, on est à portée de baffe ou en tout cas à portée d'engueulade parce que parfois les élus effectivement sont victimes de violences, c'est un phénomène qui se développe et là aussi on a besoin de réconfort. Ça fait partie de ces soirées qui confortent ceux qui ont choisi de faire d'une partie de leur vie un temps d'engagement pour la collectivité. Alors cette séance de calinothérapie aura-t-elle des vertus? Cet après-midi, porte de Versailles, Emmanuel Macron prononcera le discours de clôture du Congrès des maires. En 2017, quelques mois après son élection, il avait été sifflé. À 5 mois de la présidentielle, il compte bien cette fois y être applaudi. Et un congrès des maires qui permettra au maire de Cannes, David Lisnard, de prononcer son premier discours de président de l'Association des maires de France. Il sera par ailleurs l'invité de La France Bouge sur Europe 1 à 13h. Il n'échappera pas à la prison. Le père Prénat devra effectuer sa peine 1 an après sa condamnation pour agression sexuelle sur mineur. Ce scandale de pédophilie avait considérablement terni l'image de l'Église catholique. Le père Prénat avait été condamné à 5 ans de prison, mais son état de santé lui avait permis d'échapper à la détention jusqu'à présent. La justice vient donc d'en décider autrement. L'ancien prêtre de 76 ans a été interpellé hier et aussitôt incarcéré. La comédie avait assez duré, estime Pierre-Emmanuel Thiel, l'une de ses anciennes victimes. Il essayait un peu comme à l'époque où on l'a connu, de jouer la comédie, de se faire passer un peu cette fois-ci du coup pour un petit grand-père fatigué qui méritait pas la prison, qu'on aurait dû excuser, voire pardonner pour reprendre un des termes de l'église. Mais voilà, ce slalom est enfin terminé. On peut pas laisser un pédophile, malgré cet âge avancé, on ne peut pas laisser un pédophile dans la nature, c'est pas acceptable. Il a été condamné, il doit purger sa peine. Pierre-Emmanuel Thiel, joint par Jean-Luc Boujon. Une amende de 10 000 €, c'est la peine requise à l'encontre d'Éric Zemmour, poursuivi pour ses propos sur les mineurs isolés qu'il avait qualifiés de voleurs, violeurs et assassins. Le polémiste n'était pas présent à l'audience et a laissé le soin à ses avocats de plaider sa cause. Maître Olivier Pardo estime que ce procès n'avait pas lieu d'être. Vous voyez bien qu'il y avait des avocats qui étaient là pour essayer de démontrer qu'il serait une sorte de nouveau Goebbels, j'ai entendu des termes incroyables, d'une violence extrême, mais qui sont tellement exagérés, qui sont totalement insignifiants, ça n'a aucun sens. Éric Zemmour a toujours dit que certains des mineurs isolés étaient effectivement des sources de délinquance. Mais c'est ce que dit également le procureur de Paris, celui-là même qui le poursuit, a dit exactement
dans des termes différents. Les mêmes choses au fond devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous voyez bien qu'on marche sur la tête. Maître Olivier Pardo au micro d'Océane Théard. L'accord avait été trouvé au forceps sur cette super taxe sur les bénéfices des multinationales. Le principe en a été adopté par l'OCDE avec, vous savez, un taux à minima 15%. En tout cas, la mise en œuvre de cette décision ne coule pas de source. Les multinationales ont déjà écrit aux 140 pays de l'OCDE pour dénoncer l'absence de concertation. Cela ne devrait pas entraver l'avancée des travaux, même s'il reste encore pas mal de détails à peaufiner. Carole Ferry. Oui, alors le pilier 1, c'est celui qui prévoit de taxer les super méga bénéfices des 100 plus grosses entreprises au monde pour les redistribuer ensuite dans les pays dans lesquels elles ont des activités. Toute cette cuisine interne se réfléchit en ce moment. Où prendre l'argent ? LVMH, par exemple, c'est plus de 200 entreprises. Est-ce qu'il faut taxer le groupe ou les différentes entités? Sur quelle base? Actuellement, des réunions Zoom ont lieu avec un panel représentatif. Une fois que le cadre sera défini, les négociations pourront commencer avec l'ensemble des 140 pays signataires. La direction de l'OCDE assure qu'il y aura alors un mécanisme de concertation avec les entreprises concernées. L'un des pays les plus à risque, ce sont les États-Unis, car aux États-Unis, c'est le Congrès qui vote toutes les questions relatives aux impôts. Et certes, le gouvernement a dit oui, mais le Congrès pourrait dire non, il faut réussir ce défi. Et puis beaucoup de ces entreprises sont américaines, il ne faut donc pas que le calcul lèse le budget de l'État. Autant de points cruciaux, encore loin, vous voyez, d'être complètement réglés. Et puis nous sommes le 18 novembre, 3e jeudi du mois, qui correspond à l'arrivée, on l'attendait, quoi qu'il soit pas toujours excellent, le Beaujolais nouveau. Et il revient toujours à la même période, à chaque fois avec les feuilles mortes. Mais ce n'est pas du Prévert, c'est plutôt du brutal, disent de lui ses détracteurs. Sauf que ce Beaujolais nouveau a décidé de revenir aux fondamentaux. Jean-Luc Bougeon. Cette année, c'est le retour au classicisme. Le Beaujolais nouveau 2021 ressemble beaucoup aux cuvées des années 80-90, avec un vin frais, léger, ne titrant pas plus de 12 degrés, très différent donc de ceux des dernières années où les canicules avaient donné des vins beaucoup plus alcoolisés. Le froid et la pluie ont joué un grand rôle, estime Daniel Bullia, vigneron à Beaujeu et président d'Inter-Beaujolais. C'était une année quand même compliquée pour les vignerons, avec du gel au printemps, des conditions climatiques d'été qui étaient quand même pluviométriques. Ça a permis d'avoir un millésime donc plus tardif, de l'ordre de 3 semaines plus tard que l'année dernière. Donc ça donne forcément un vin plus léger, plus fruité, gouléant, avec un petit peu moins d'alcool et sur la légèreté. Et pour ce qui est des arômes, on parle toujours des fruits rouges. Je pense que là le gamay cette année a pu bien s'exprimer parce qu'il y a un bon équilibre acide, pH et voilà. Donc je pense que c'est un vin sur le fruit rouge, de framboise, fraise, en fonction de chaque vigneron, puisque chaque vigneron élabore son Beaujolais nouveau comme il l'aime. Et on peut dire qu'aujourd'hui qu'on fête pas le Beaujolais nouveau, mais on fête les Beaujolais nouveaux. Et oui, car il y aura des fêtes et des dégustations cette année avec passe sanitaire. 17 millions de bouteilles produites pour 2021, en net retrait par rapport aux autres années, dont plus de la moitié pour le seul marché français. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Voilà, et ce sera à chacun de se faire son avis, son propre avis. Et oui, effectivement. Bon, mais on goûtera tout à l'heure à 9h. Allez, rendez-vous pris. On va pas raconter les dessous de la rédaction, mais 9h, ça leur fait pas peur, à l'équipe d'Europe Matin. Merci Christophe.